l'heure. Alors en fait, faut-il faire du monobloc à tout le monde? J'ai voulu être un petit peu provocatrice. J'ai envie de dire oui, sauf, et on verra quelques cas où à mon avis on ne peut pas faire du monobloc. Quelle que soit la technique, c'est ce qu'on vous a montré tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'on va faire de la dissection à tout le monde, mais ça veut dire qu'on va faire de la belle mucosectomie. Et surtout, posez-vous toujours la question, et si c'était pour vous, qu'est-ce que vous préféreriez qu'on fasse comme technique? Ça serait presque la fin de mon topo, mais on va en parler. Alors, quels sont les avantages du monobloc? En fait, le monobloc, ça permet une analyse histologique optimale pour être curatif, une diminution du risque de récidive, on va le revoir un petit peu, et surtout un allongement des intervalles de surveillance. Et je pense qu'il faut insister là-dessus, c'est-à-dire les sujets jeunes qu'on voit, qui ont des polypes avant 50 ans, c'est quand même un peu dur de leur imposer des coloscopies de surveillance à 6 mois, 12 mois, 18 mois. Vous êtes sûr qu'à un moment donné, ils vont arrêter de venir, et c'est là qu'on va avoir les soucis, notamment quand ils vont rentrer vers 60-65 ans. Alors, les risques d'une exérèse fragmentée. 1. La récidive, c'est très important. 2. La perte d'informations histologiques, on va en parler un petit peu. La non-observance aux examens de surveillance rapprochés, M6, M18, ça revient très très vite honnêtement. Et puis, est-ce que c'est pas aussi parfois une perte de temps de faire du multifragment? Ça, c'est à débattre. Pourquoi est-ce qu'on parle de la récidive? Tout le monde se dit, moi, j'ai pas de récidive, c'est pas vrai. En fait, c'est faux. Maintenant, on a beaucoup de données dans la littérature. Après du piecemeal, on a des récidives, quel que soit le centre, quel que soit le niveau, je dirais, de chaque endoscopiste. Je vous ai mis une publication qui date de 2021. C'est les Néerlandais qui sont très très forts, qui ont repris leur programme de dépistage de coloscopie et ils ont regardé les risques de récidive pour les polypes de plus de 20 mm. 20 mm, c'est pas non plus, on ne parle pas de lésions géantes de 5 cm. C'est 8% des coloscopies. Donc c'est finalement des patients, c'est pas énorme, 8% d'un programme de dépistage de colo, mais plus de 20 mm. Et bien vous voyez, je vous ai entouré en jour, 10% de récidive à 6 mois, donc ils ont, et puis les Néerlandais, ils font leurs examens de surveillance au bon moment, 16% à 1 an, et on est à 20% à 3 ans. Donc la récidive, c'est pas un mythe, ça existe, et c'est dans tous les pays, quelle que soit la manière dont on fait. Je vous rappelle que dans l'étude Rezek-Colomb, donc qui est une étude prospective qui est là en cours de publication, on avait pris plus de 300 malades, plus de 150 malades dans chaque groupe. Ils étaient soit dissection, soit mucosectomie piecemeal. C'était des lésions de plus de 25 mm. Et bien la récidive, à 6 mois, on n'a pas encore les données à 3 ans, elle est de 5%, donc elle est 5 fois plus que dans le groupe de dissection. Et là, on avait un protocole drastique de mucosectomie piecemeal, destruction des berges, on va le voir. Pourquoi est-ce qu'on a des récidives? Parce qu'en fait, quand on fait de la mucosectomie piecemeal, vous allez faire des fragments itératifs et vous allez laisser ces espèces de bandes blanchâtres qu'on a très bien vues sur la vidéo tout à l'heure et où en fait on pense que c'est à cet endroit-là et sur les berges que vous allez avoir des résidus microscopiques d'adénome. Et donc finalement, vous n'avez plus de prise pour refaire un fragment à l'anse, vous allez les laisser et c'est probablement à partir de là que reviennent les lésions adénomateuses. Alors attention, ces données que je vous ai données un peu là de 10% et de 20% à 3 ans, ce n'est pas pour toutes les lésions. Et donc on a montré, il y a des scores dans la littérature, notamment ce score qui s'appelle le score SMSA, qui en fait évalue la difficulté technique d'une mucosectomie. Ce n'est pas pour de la dissection, au début c'était pour de la mucosectomie, le SMSA. C'est en fonction de l'aspect de la lésion, du site de la lésion, de la taille et de l'accès, c'est-à-dire est-ce qu'on est plus ou moins bien placé pour faire la mucosectomie. On l'a vu tout à l'heure sur les vidéos, parfois on est à bout de tube, on n'est pas bien, et c'est là qu'on va avoir des mucosectomies qui ne sont pas de bonne qualité. Et plus ce score augmente, et plus en fait, vous allez voir, quand on regarde, elle est un peu dure, mais je vous demande juste de retenir un chiffre, si vous avez un score de difficulté le plus élevé possible, donc c'est un MSMSA 4, c'est-à-dire qu'en gros vous êtes très pas bien placé devant le polype, et vous allez voir que le risque de récidive, on est à 23%. Donc c'est pour ça que dans la diapo d'avant, j'avais mis, il faut savoir connaître ses limites. C'est-à-dire que si on part sur un piecemeal, il faut faire un bon piecemeal, être bien placé, avoir une stratégie et faire quelque chose de qualité. Certaines lésions sont certes accessibles à une mucosectomie piecemeal, elles sont éligibles à un piecemeal, mais si vous êtes mal placé, vous allez être dans la case où vous allez avoir un risque de récidive élevé. Donc toutes les lésions ne se valent pas pour un bon piecemeal. L'évolution maintenant du piecemeal, c'est la thermoablation des berges. Vous ne pouvez pas faire un piecemeal si vous ne détruisez pas systématiquement les berges en soft coagulation. C'était la publication Princeps de l'équipe de Bourg dans Gastroentérologie en 2018. Soft coag, pointe de lance, et on détruit tout le contour de la mucosectomie.
attention, si vous utilisez les anses monofilaments qu'on a montré dans la vidéo, les anses rigides, ça ne marche pas, la soft coagulation. Ça marche avec les anses tressées. Si vous utilisez une anse rigide, vous changez d'instrument. Ça peut très bien se faire avec une pince chaude et vous appliquez la pince chaude toujours en soft coagulation sur les berges. Je ne vous l'ai pas mis ici, ça c'était, enfin je vous le remettrai après. Ça c'est la deuxième étude, l'étude qui a montré, Princeps, qui a montré la diminution du risque de récidive. Donc vous voyez, à M6, le groupe en vert qui avait la destruction des berges, on avait un risque de récidive de 5%. Vous voyez, à M18, on était à 2%. Le groupe bleu qui n'avait pas la thermoablation des berges, finalement à M18 est plus bas parce qu'on a eu un deuxième traitement endoscopique. D'accord ? Mais quoi qu'il en soit, cette destruction des berges a maintenant montré qu'on diminuait le risque de récidive. Il va y avoir, je ne vous l'ai pas mis, mais dans Gut, en janvier, là j'ai lu l'abstract, je n'arrivais pas à avoir le papier, il va y avoir une publication qui montre que maintenant, même une association destruction des berges et destruction du socle de mucosectomie fait mieux que rien du tout et fait mieux que la destruction des berges. Donc, gardez en tête ce concept qu'après une mucosectomie piecemeal, le traitement des résidus, même microscopique si vous ne les voyez pas, il est fondamental sur la récidive. La perte d'information histologique, c'est sous-estimer la lésion, c'est-à-dire qu'on va perdre des fragments qui peut-être dessus auront du cancer ou auront des emboles qui n'auront pas été vus par l'anapathe. Je vous rappelle que quand on fait un piecemeal, le nombre de fragments récupérés, bon, s'il y en a 2 ou 3, d'accord, mais enfin, si vous en faites 10, à la louche, on peut en rater. On ne va pas tout descendre, même dans une anse affilée. Moi, je ne me permettrai pas de penser que j'ai tout récupéré à chaque fois. Et on peut aussi penser que l'analyse anapathe, elle est facilitée si on fait du monobloc. C'est plus agréable pour l'anapathe de faire des coupes tous les 1 ou 2 mm que d'explorer nos bouillies de polypes quand ils font 7 ou 8 cm. Ça, on le sait quand même par rapport à l'étude française, dans Rezec-Collomb aussi. Étonnamment, alors que les lésions étaient statistiquement équivalentes dans les deux groupes, on est en prospectif, donc vraiment, c'était à parier sur la localisation, la taille, etc. Bizarrement, on a 3 fois plus de cancers sous-muqueux dans le groupe dissection que dans le groupe piecemeal. Donc ce n'est pas un problème de lésion au départ, c'était les mêmes lésions, c'est probablement un biais sur l'anapathe qui, dans le groupe piecemeal, n'a probablement sous-estimé les cancers sous-muqueux parce qu'ils les ont peut-être pas vus, parce qu'on ne fixe pas les pièces, que les pièces sont complètement fripées dans le formol et que du coup, ils analysent des fois pas très bien l'infiltration sous-muqueuse. Donc ça, on est en train d'effleurer un peu cette donnée de la perte d'information histologique sur le piecemeal. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut optimiser le monobloc. C'est-à-dire que si une lésion est éligible à une résection, c'est est-ce que je peux la faire en monobloc ? Ça doit être votre première question. On l'a bien vu, les polypes de moins de 10 mm, c'est lance froide. Plus de biopsie exérèse à la pince, vous allez faire des petits morceaux par définition. Dès qu'ils font 10 mm, on fait de l'exérèse à lance froide. Les polypes de 10 à 25, on optimise la mucosectomie avec l'ancrage ou l'underwater. Et les polypes de plus de 25 mm, on se pose la question d'une dissection sous-muqueuse. Je vais passer rapidement sur les guidelines de l'ESGE qui reprennent exactement les techniques en fonction de la taille des lésions et en fonction de la caractérisation, c'est-à-dire du risque d'infiltration sous-muqueuse profonde. On va le revoir après. Lance froide, on a vu la vidéo tout à l'heure qui était très bien. Elle a montré sa supériorité par rapport à la biopsie exérèse, notamment dans le risque de récidive. C'est très bien. On prend large. On n'a aucun risque de perforation, aucun risque de saignement. Ça suinte un petit peu. Et on peut vraiment prendre jusqu'à 10 mm sans aucun problème. Si l'anse est coincé, il faut apprendre à en fait étirer un petit peu la gaine plastique. Ça arrive des fois qu'en fait l'infirmière plusieurs fois actionne la poignée, il ne se passe rien. Vous étirez la gaine plastique, ça permet de remettre en tension le fil métallique à l'intérieur et vous permet de réséquer les polypes jusqu'à 10 mm sans aucun problème. Donc voilà la technique, vous l'avez très bien vu tout à l'heure. Il faut la maîtriser, c'est très rapide et on résèque toutes les lésions. Moi j'ai vu tout à l'heure les moins de 3 mm. Honnêtement, on enlève tous les polypes à lance froide. Il n'y a aucun souci. Il suffit de bien le repérer, de le mettre au centre de l'anse. Il n'y a aucun problème pour la résection, même des tout petits polypes. Donc je vais peut-être passer sur les vidéos puisqu'elles étaient très bien tout à l'heure. Quelle anse froide utiliser ? Vous avez 2 modèles sur le marché, en général des 10 et des 15 mm. Vous avez des anses froides dédiées, classiquement l'Exasto, j'ai mis US endoscopie, mais c'est du Homed, ou la Colt Captivator chez Boston, qui ont été designées pour de l'anse froide. On ne sait pas si elles sont plus efficaces que les anses hybrides. Et vous avez maintenant sur le marché des anses mixtes qui font du froid et du chaud, en 10 et en 15 mm.
honnêtement, il faut tester les modèles, vous voir avec lesquels vous vous sentez le plus à l'aise, mais elles sont très efficaces. Le plus important, je dirais, c'est d'en avoir un modèle dans son arsenal et surtout de l'utiliser et d'enlever les pinces à biopsie exérèse pour les polypes de moins de 10 mm. Pour les lésions de 10 à 20 mm, la mucosectomie. Donc vous voyez, je ne suis pas du tout monodissection monomaniaque. De 10 à 20, de 10 à 25 mm, le monobloc est accessible par 2 techniques, soit donc, du monobloc standard, mais si vous êtes un petit peu juste, c'est l'ancrage de l'anse et l'underwater. L'ancrage, vous allez faire en fait une petite incision dans l'injection sous-muqueuse en endocoupe qui va vous permettre d'insérer la pointe de l'anse et ensuite d'ouvrir progressivement l'anse pour venir insérer la lésion de manière optimale en contrôlant les berges à droite, contrôlant les berges à gauche. Ça augmente artificiellement le diamètre en fait latéral de l'anse et vous diminuez souvent le diamètre antéro-postérieur. C'est utile pour les lésions qui, en gros, ne vont pas rentrer classiquement dans une anse de 20 mm ou de 15 mm. C'est les lésions planes, on l'a vu tout à l'heure, c'est une bonne utilisation une fois qu'on les a pédiculisées en faisant l'injection sous-muqueuse, ou les lésions sur un pli. Dans la littérature, ça permet d'augmenter le monobloc et les résections R0 curatives avec une taille moyenne de lésion aux alentours de 20-25 mm. Des études asiatiques ont montré exactement, donc les asiatiques font quand même encore un petit peu de mucosectomie, mais s'ils peuvent la faire en monobloc, et donc ils ont montré que ça s'appelle dans la littérature la tip-in IMR, l'ancrage à l'anse, ils augmentaient les R0 et ils augmentaient le monobloc pour des lésions, on va dire, entre 25 et 35 mm, avec des marges saines R0 dans ces études-là. Alors le film... Allez-y, lancez-le, mais il faut l'avancer un petit peu progressivement, si vous pouvez, au niveau de la régie, parce qu'il est un petit peu long. Donc en fait, c'est une lésion, vous voyez ici, qui est développée sur un pli, qui va faire à peu près 25 mm, qui effectivement, si on ne fait pas un ancrage, vous voyez, elle est un petit peu évoluée latéralement à droite et à gauche, ne permettra pas d'être insérée dans une anse de 20 ou de 25 mm. Vous pouvez avancer un petit peu, s'il vous plaît, le film, à peu près à la moitié, je pense. Il m'entend, le monsieur? Bon, on va faire l'injection sous-muqueuse. Soulever la lésion dans sa totalité. Donc, c'est une vraie LSTG homogène, sans signe suspect de malignité, donc qui connecte 2A dans la classification. On injecte de partout, on travaille au capuchon. Ah, vous pouvez avancer un petit peu? Non. Donc le but quand on fait un ancrage, c'est de faire une belle injection sous-muqueuse. Si vous ne faites pas une injection sous-muqueuse, vous risquez, quand vous faites votre ancrage à la pointe de l'anse, de passer à travers la musculeuse. Ça, c'est un peu embêtant quand même. C'est bête sur le début de la procédure d'avoir une perfo directe. Voilà, donc elle est sur un pli. On travaille au capuchon pour récliner. Ça, je crois que c'est important. On travaille là en rétrovision pour voir le pôle, et en fait, on va faire l'ancrage avec la rétrovision. Donc voilà, elle ne présente aucun signe suspect de malignité, mais en revanche, on a envie de la réséquer en monobloc, surtout pour s'affranchir des contrôles endoscopiques. Je ne sais pas si on va voir l'ancrage. On réinjecte un petit peu, puisqu'on était derrière le pli pour ne pas prendre de risque. Puis vous allez voir, je vais utiliser aussi une anse rigide pour bien positionner l'anse. Je suis désolée, je pensais que j'allais avancer moi-même le film. Voilà, et on va juste regarder ça. Vous allez avoir l'anse qui va sortir. Ça peut se faire avec toutes les anses, hein, l'ancrage. Hein, les tressées ou les rigides, il n'y a aucun souci. C'est un coup de... Voilà, vous avez l'anse qui va sortir. On sort juste, l'infirmière sort en fait le petit anneau du bout de l'anse. Vous allez le voir. On fait un petit coup de pédale jaune pour insérer l'anse. Voilà, on ne sort pas plus, on est précis, on se met sur la muqueuse, un petit coup de pédale jaune, ça rentre tout seul. Et après, voilà, pas plus que ça, on vient se bloquer dedans. Et après, en fait, on ne recule pas, c'est l'ouverture de l'anse qui va vous faire reculer. En fait, l'anse est tellement rigide qu'elle va faire repousser l'endoscope, s'ouvrir de part et d'autre. Alors là, elle paraît énorme, puisqu'en fait, on l'a bloquée. Et ensuite, on va pouvoir assurer droite et gauche, avancer tout doucement sur la base du polype,
réexsuffler un petit peu pour rendre les tissus un petit peu plus mous. Voilà, on y va. Donc là, on a des bonnes marges de chaque côté. Une mucosectomie. On refait un petit peu pour être sûr qu'on n'en a pas pris trop. Parce que c'est vrai que du coup, elle s'insère bien dans les tissus, les anses rigides. Et une muco en endocoupe directement. Je vous laisse juste pour voir le socle. Ça va être terminé tout de suite et on passe. Et ça a permis une exérèse complète avec un socle et les vaisseaux au centre qu'on va coaguler. Donc, ça, c'est l'ancrage. La mucosectomie sous l'eau, c'est la deuxième truc et astuce qu'on a vu arriver il y a quelques années. Donc, en fait, on met les lésions sous l'eau, c'est-à-dire, alors on dit de l'eau, hein, mais c'est en fait sous sérum physiologique en général pour que l'électrocoagulation conduise bien dans le NaCl. On ne met plus d'insufflation, enfin on travaille en CO2 mais on arrête l'insufflation et en fait effectivement ça donne de l'élasticité au tissu et ça évite par rapport à la mucosectomie que les lésions s'étendent et augmentent un petit peu en fait en dureté un petit peu sur le tissu. Les avantages pratiques, c'est que ça pourrait être un gain de temps puisqu'on ne fait pas d'injection sous muqueuse, c'est probablement plus efficace. Les complications, on va en parler. Alors, on en a vu tout à l'heure, donc les vidéos, je pense qu'on va les passer. Juste, celle-là, je veux bien que vous la passiez, la vidéo. C'est moi qui ai fait ? Ah, voilà. Juste à quoi ça ressemble un socle de mucosectomie underwater, ne pas s'inquiéter. Voilà ce que vous voyez après une mucosectomie underwater. Vous voyez un aspect un peu blanchâtre, des gros vaisseaux qui apparaissent en rouge. Ça, c'est tout à fait normal. Et derrière, vous allez avoir le muscle qui apparaît un peu en blanc. C'est l'aspect typique après mucosectomie underwater. Il ne faut pas avoir peur si vous voyez cette espèce de travée blanchâtre. C'est la sous-muqueuse quand elle n'a pas été injectée. C'est important juste visuellement de l'avoir vue au début une fois parce qu'au début, on se dit mince, c'est la séreuse. Non, pas du tout. C'est la sous-muqueuse. Alors, pareil, grosse publication à se souvenir. C'est ça qui est important. C'était dans Gastroentérologie en 2019. Du randomisé prospectif de groupes, mucosectomie traditionnelle versus mucosectomie underwater. On parle des lésions de 10 à 20 mm, donc finalement, ce n'est pas des grosses lésions. Et qu'est-ce que ça a montré l'underwater ? Qu'en fait, on augmentait le monobloc et on augmentait le R0, même pour des lésions inférieures à 20 mm. Donc la mucosectomie classique, elle n'est pas ultra bonne, même dans le 10 à 20. Donc ça, c'est important pour un taux de complication qui était équivalent dans les deux groupes. Il n'y a aucun risque de perforation dans la en tout cas, ça n'a pas été montré pour l'instant dans toutes les études prospectives randomisées pour l'underwater. On n'augmente pas le risque de perforation par rapport à une mucosectomie classique, quelle que soit la localisation et la taille de la lésion. Donc, pas de différence sur les taux de résection. Quand on regardait dans le détail, ça, c'était une autre publication en 2020. Sur l'underwater, pas de taux de résection incomplète, il est faible, 2% quand on prenait les lésions de 10 à 20. Et on augmentait la résection monobloc. Attention, pour les polypes de plus de 20 mm, pour l'instant, l'underwater, ça reste un peu limité, c'est-à-dire que ça permet d'avoir des bons monoblocs jusqu'à 20 à 30, même en underwater. En fait, on est limité, on m'élance souvent au contact du polype et on peut être R1 en latéral. Donc pour le 20 à 30, on est un petit peu moins bon quand même en underwater. Il y avait un petit peu moins de fragments quand on faisait du piecemeal sous l'eau versus du piecemeal conventionnel. Honnêtement, c'est des données un peu fragiles dans la littérature pour l'instant. Donc, je ne vais pas vous montrer des vidéos, on en a montré tout à l'heure de l'underwater. Il n'y a aucun... Enfin, je pense qu'on en a vu assez. Les polypes non suspects de plus 20 mm, alors ça, c'est le débat. On peut faire du piecemeal ou de la dissection sous muqueuse. La question, c'est il faut qu'il soit non suspect. D'accord ? À partir du moment où vous avez une lésion à risque d'infiltration sous muqueuse, il vous est normalement... il vous est demandé de faire une prise en charge carcinologique, soit par dissection sous-muqueuse si vous pensez que vous pouvez avoir une lésion sous-muqueuse avec une infiltration sous-muqueuse superficielle, ou si elle ne relève pas de ça, une prise en charge chirurgicale. Donc finalement, l'enjeu initial, une fois on est devant notre lésion, ça reste la caractérisation. Et c'est ce qui doit, je dirais, être le prérequis, le préalable à la résection, c'est il faut caractériser. Je dois guider la résection. Est-ce que j'ai un risque de lésion avec une lésion adénocarcinomateuse sous-muqueuse ? Si oui, ne pas faire de mucosectomie fragmentée.
vu tout ce que je vous ai dit, le risque de récidive, le risque de perte de l'information, de la mauvaise lecture des fragments. Donc ça, c'est une indication à du monobloc. Et à ce moment-là, soit du monobloc accessible par une mucosectomie, ou du monobloc dissection s'il y a le moindre, la lésion fait plus de 20 mm. Sinon, vous avez la possibilité d'une exérèse fragmentée possible si votre caractérisation montre que vous avez une lésion bénigne. La caractérisation ou l'analyse du polype doit également estimer la taille du polype. Est-ce que je peux faire un monobloc ? Oui. Et comment ? C'est-à-dire ne pas partir en bille sur une mucosectomie standard. Des fois, il faut faire des mucosectomies optimisées, comme je vous ai montré, qui vous permettront d'obtenir ce monobloc et vous affranchir de la surveillance endoscopique précoce. Alors la caractérisation, souvent on nous dit « mais comment je fais ? C'est pas facile ». Je vous ai juste mis quelques messages. Il faut passer en endoscopie virtuelle, il faut laver, il faut bien insuffler, exsuffler, regarder toute la lésion, regarder le macronodule sous tous ses forces, souvent faire une vision directe et une rétrovision, et une analyse de loin et de près. L'analyse de loin va vous permettre de faire une analyse morphologique de la lésion. C'est là qu'on va utiliser la classification de Paris, savoir s'il y a un macronodule ou une ulcération. C'est en gros les deux choses qu'on veut savoir dans un compte-rendu endoscopique. Ça va vous donner une évaluation du risque statistique de cancer. Le macronodule un peu plus élevé, l'ulcération quasi systématique, il y a un cancer. Et quand on se rapproche, on va faire une analyse de l'architecture, donc l'architecture de la vascularisation et l'architecture des glandes. Et là, on va essayer sur une lésion qui de loin paraît bénigne, de dépister la zone la plus suspecte, la zone de cancer, qui va nous permettre de savoir si on peut proposer une exérèse endoscopique ou non au patient, notamment par une dissection si on pense qu'il y a une lésion QDO5, suspecte de lésion cancéreuse. Donc en conclusion, la résection monobloc, j'espère vous avoir convaincu qu'elle permet quand même de s'affranchir du risque de récidive sur les lésions. Elle permet une surveillance à 3 ans pour toutes les lésions de plus 20 mm dont on va réaliser une exérèse R0. Donc c'est-à-dire une exérèse avec des marges saines en latéralité et en profondeur. Et ça reste le traitement curatif des adénocarcinomes sous-muqueux superficiels, mais qu'on peut traiter par mucosectomie si la mucosectomie permet de traiter complètement la lésion. Moi, ça ne me choque pas de traiter une lésion à risque d'adénocarcinome sous-muqueux superficiel de 10 mm par mucosectomie, mais si je fais une mucosectomie qui me permet d'être R0 en profondeur et en latéralité. Ce n'est pas de la dissection tout le temps. Si la lésion rentre dans une anse, on peut la traiter, mais il faut qu'elle soit bien faite. C'est possible par mucosectomie optimisée si besoin, ou dissection. Alors, qu'en faire ? C'est ma dernière diapositive, je vous donne un avis personnel. Qu'en faire de la mucosectomie fragmentée ? Je pense que pour l'instant, les lésions festonnées sans dysplasie, on n'a pas d'argument dans la littérature pour proposer du monobloc en systématique. C'est des lésions dont on ne connaît pas encore très bien le risque évolutif, probablement une évolution très lente. Et donc actuellement, la balance bénéfice-risque est très probablement en faveur de la mucosectomie. Les LSTG homogènes non suspectes, donc ça c'est vraiment la responsabilité de l'opérateur de dire c'est bon, elle est bien, je ne fais pas prendre de risque à mon patient. Donc après une bonne caractérisation et avec des critères de qualité de la mucosectomie, la destruction des berges, peut-être à venir dans l'année prochaine la destruction du socle, l'exérèse complète, et si on est parti pour une fragmentée même avec ça, les coloscopies de surveillance à M6, M12 et M18. Et en fonction de l'âge, j'ai mis le sujet âgé. Je trouve qu'un sujet jeune mérite du monobloc pour lui donner du répit et une surveillance à 3 ans. Le sujet âgé, on va lui traiter son polype symptomatique parce qu'il saigne sous hélicis. Honnêtement, la récidive, on s'en fout un peu. Donc, je pense que moi, je privilégierais en plus les sujets âgés pour avoir des temps opératoires courts et ne pas leur faire prendre le risque de la dissection dans cette indication-là. Les localisations difficiles de dissection, c'est un vrai débat. L'appendice, par exemple, chez les patients non appendicectomisés, moi, je ne suis pas une fervente défenseur de la dissection dans cette indication-là. Je pense que c'est faire prendre du risque aux patients et qu'une appendicectomie chirurgicale pour une festonnée d'un appendice chez un patient qui n'est pas appendicectomisé, ça prend 10 minutes au chirurgien versus 3 heures en dissection. La valvule, ça reste compliqué et il faut penser dans ces localisations à la morbidité de la dissection. Je vous remercie et donc je reste exactement sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Merci Sarah.
Dis-moi, si tu fais du fragmenté pour des lésions festonnées, ce que tu dis que En du fait, coup... ce que je dis fragmenté, je dis 12 mois en général, parce que je trouve qu'à 6 mois, la muqueuse est encore très inflammatoire et qu'on a du mal à l'analyser. Donc souvent, quand j'ai fait alors le piecemeal dont je suis contente, on va dire, hein, pas le piecemeal à 12 morceaux de la LSTG de 8 cm du côlon droit, celle-là, ça sera 6 mois. Mais enfin, 3 fragments côlon droit bien fait, je mets 1 an, et je lui dis, et puis après, ça sera reprécoce derrière. Hein. Mais oui, je le fais. Voilà, je fais un 6-12 mois, on va dire. Bravo pour cette présentation. Après une dissection sous muqueuse monobloc, Ouais. est-ce que tu attends vraiment 3 ans ? 3 ans. Ah, moi, je fais pas 1 an. Je fais 3 ans, même pour l'adénocarcinome intramuqueux. Je le fais. Bah ouais. Alors vous avez un débat. Sur les recos, en fait, entre les recos européennes. En fait, si vous mettez en parallèle les recos européennes post-mucosectomie, post-dissection, un contrôle post-mucosectomie, même avec de l'adénocarcinome intramuqueux, c'est 3 ans sur les guidelines européens. Et un contrôle d'une dissection, même avec de l'adénocarcinome intramuqueux, c'est 1 an. Donc honnêtement, moi je fais en fonction du terrain. C'est-à-dire le sujet jeune de 50 ans à qui on a trouvé la LSTG de 7 cm, c'est-à-dire une lésion avancée significative jeune, avec de l'adénoca, je peux être amenée à dire 1 an en me disant celui qui me l'envoie, on peut avoir. C'est surtout pour le risque de lésion manquée. Hein. C'est surtout ça. C'est pas pour le risque local, c'est pour le risque de lésion sur le côlon. Mais enfin, après la même chose, 75 ans, 2 mm d'adénocarcinome intramuqueux perdu sur une lésion de 5 cm réséquée en dissection. Moi, je fais 3 ans. Hein. Voilà. Il est R0, 3 ans. Après, c'est vrai que Sarah, pour post-chirurgie, on recommande un contrôle à 1 an après un cancer, tu vois. C'est vrai que ça paraît... Je parle d'adénoca intramuqueux, hein. Je ne parle Oui. pas du sous-muqueux. Hein. Le sous-muqueux, ça sera 1 an. Un sous-muqueux curatif, ouais. L'intramuqueux... Vous savez que l'intramuqueux, la variable entre la dysplasie de haut grade et l'intramuqueux, le risque de l'intramuqueux, il est nul. Hein. Donc, et comme tu le dis très bien, c'est pour le risque de lésion manquée. Manqué. Après, il faut quand même voir, les patients, ils ont 2 colos, enfin, ils sont la colo princeps. Ensuite, on nous l'adresse pour la dissection. On enlève une lésion R0 avec 2... Enfin, tu vois, moi, franchement, je l'ai fait souffler un peu quand je refais la deuxième colo, qu'elle est Boston 9 et que j'ai réséqué un truc dans le sécom et que j'ai rien vu d'autre. Je leur dis 3 ans, honnêtement. Voilà. Donc, c'est vrai qu'après une dissection, on ne les voit plus, hein, les malades. Hein, c'est fini. Hein. Le jeune, je pourrais faire 1 an s'il y a du cancer. Et sous muqueux, systématiquement 1 an. Curatif. Bon. Merci beaucoup, Sarah. Merci.